me suis dit, ok, il faut que tu suives ton instinct. Attention, des fois tu vas te brûler. Je rentre dans le top 10 français. Ouais. Et là où je vois que, effectivement, à maturation, le travail porte ses fruits. Maintenant, on pense qu'à Paris 2024 et on travaille au mieux pour ça, quoi. Bonjour Victor, est-ce que tu as ton ticket? Salut Nelly, eh ben écoute, On est parti. allons-y. Je t'invite à rejoindre le wagon du roller coaster. Est-ce que tu as déjà été dans un roller coaster? Une fois, oui. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime les sensations fortes? J'adore les sensations fortes. Ouais. Il faut trouver le temps d'y aller. Il y a déjà celles qui sont humaines, c'est pas mal. Ok, donc on a face à nous un sportif Tout à fait. qui part au JO. Possiblement. On en parle maintenant. Alors, c'est parti. Donc, on a reçu ton dessin avec pas mal de vagues d'aller-retour. Tu vas nous raconter ça. Donc, tu n'étais pas forcément prédestiné à arriver jusqu'au JO. On commence par le début. Alors, raconte-moi un petit peu comment cette aventure a commencé. Eh ben, c'est parti de soucis de santé. Après ma naissance, en fait, je suis né avec de l'asthme. Et du coup, c'est tout de suite ce qui a destiné ma famille sportive à m'orienter vers l'escrime et pas autre chose. Parce que du coup, quand on est asthmatique, on ne peut pas forcément s'exposer d'une certaine manière ou d'une autre. Puis des fois, on ne peut pas faire des pratiques. L'escrime étant une pratique d'intérieur, et puis étant une pratique un peu, des fois, plus tranquille que d'autres pour commencer, bah, du coup, je suis tombé dedans. Alors, par hasard, Pas par hasard, sous la contrainte de la famille. C'est-à-dire que, c'est des anciens du sport ou, exactement, ma mère était plus du côté basket, danse, et mon père, bon, écoutez, plus foot. J'ai voulu avoir le foot, le basket, le karting, la boxe. Pas possible parce que soit les médecins ne voulaient pas, soit maman préférait une variante et du coup c'est tombé sur moi. Donc je suis allé vers l'escrime. Donc, tu pars dans cette pratique à fond. Tu te consacres totalement à cette pratique-là. Oui, c'est ça? je fais à 80% de mon temps celle-ci parce que il faut que je fasse que ça. C'est dans la famille, c'est t'en fais un, mais t'en fais un bien. Et après, 20%, c'est en allant avec les copains ou un peu l'été ou les vacances. Forcément, j'aime beaucoup le foot ou le basket, donc je vais en faire. Puis je vais toucher un peu à tout, mais principalement l'escrime. Donc là, c'est les petites vagues. Donc, c'est la découverte de ton sport qui, au final, au départ, c'est pas ton sport de prédilection. Tu es lancé là-dedans. Ouais. Et tu commences à y prendre goût, finalement. J'y prends goût, mais au bout de 4 ans, parce qu'il y a une certaine compétition chez les jeunes où le fait, en fait, l'escrime étant un sport assez c'est cérébral et cardio dans le sens où c'est du fractionné. Donc c'est intense, mais il y a des laps de temps. Et moi, je sortais d'une intervention médicale par rapport à l'asthme. Et en fait, j'étais pas du tout en état. Mais il se trouve qu'au final, j'ai réussi à gérer et au fur et à mesure, l'escrime a amélioré ma condition physique, à la grande surprise des médecins. Et donc, comme ce jour-là, j'ai fait une compétition pas prévue, pas en état, et qu'au final, ça a amélioré les choses, on s'est dit que, enfin en tout cas moi, principalement, je me suis dit qu'il fallait que je pousse. Et puis le côté compétiteur a commencé à prendre le dessus. D'accord. Donc là, à ce moment-là, tous les médecins te disent il faut arrêter, il faut changer d'orientation. De faire doucement, tranquille et mesuré. Et de toute façon, moi, comme tout enfant, tout jeune, on te dit bouge pas, tu bouges ou tu fais un peu qu'à ta tête. Et j'ai vu par moi-même qu'au final, je peux apprendre à me gérer très tôt. Après, on se brûle un petit peu en dépassant des limites, mais on apprend comme ça, on va dire. Ok. Donc là, c'est la première montée. Tu commences à faire des compétitions. Et raconte, en fait, comment ça se passe, ton état d'esprit par rapport à, justement, à ce côté compétitif. C'est le côté, on va dire, brut, c'est-à-dire de l'enfant qui peut être calme et du coup qui commence à découvrir qu'il y a de la défaite, qui a aucune maîtrise de son cerveau des fois ou de ses gestes ou du monde extérieur. Donc c'était les débuts quand ma mère m'accompagnait. Et puis au bout d'un an, elle a arrêté de m'accompagner. Parce que du coup, j'étais de très mauvaise foi et je rejetais la faute du coup sur ma mère. Qui est très intéressant. Et du coup, dès qu'elle a arrêté de venir, du coup, j'ai commencé à évoluer aussi différemment et à tout de suite m'imprégner du monde extérieur parce que je voyais qu'il y avait, donc, comme dans tout sport, des fois il y a un arbitre et du coup qui est là pour traduire ce qui se passe un peu, faire son rôle et du coup on maîtrise mais on a une certaine limite aussi, une marge de manœuvre limitée et que du coup il faut se concentrer sur les bonnes choses et accepter des choses de la vie aussi dans un sens.
Et donc dans cette pratique-là, c'est quoi le rythme de croisière? C'est-à-dire que tous les jours, heures par jour? Quelle est, quoi la vie d'un athlète? Alors, justement, la vie d'un athlète, la vie d'un être humain, d'un entrepreneur, peu importe, c'est quelqu'un qui va décider: «Je vais faire ça et de cette manière». Et souvent de cette manière, ça va être soit parce que c'est copier-coller de quelque chose, mais même copier-coller, il y aura un peu de notre empreinte et c'est là où ça va dépendre de chacun. On peut prendre par exemple moi, j'ai une phase où j'adore mon sport, mais du coup j'allais m'entraîner tous les jours, non-stop, 7 sur 7. Après avec le temps, j'ai appris aussi que de temps en temps, il fallait des petites pauses stratégiques beaucoup plus étudiées que comme ça, un peu au feeling. Mais il y en a qui vont partir 3 semaines à la montagne avant d'aller en compétition, vont pas s'entraîner et puis ils vont arriver, ils vont performer. Donc ça dépend de chacun, mais c'est sûr qu'il y a un minimum de rigueur, de planification et il faut, comme partout, franchise avec soi-même, régularité et puis persévérance, quoi. Et est-ce que du coup, c'est un peu militaire dans la façon de vivre? C'est-à-dire, tu as une alimentation contrainte, tu as un coach qui t'accompagne. Quelle est ta vie aussi, perso dans cette, dans cette discipline? Alors pour ma part, j'ai plusieurs entraîneurs pour l'escrime. J'en ai 3. Après pour la partie diététique, psychologique, physique, même si moi-même j'ai des connaissances, j'ai des personnes qui m'accompagnent, ce qui me permet de déléguer et d'avancer aussi avec un autre regard. C'est quelque chose que je recommande. Il y en a, ils n'ont pas toujours ou la prise de conscience ou l'envie, parce que c'est pas facile de se dire que je laisse le contrôle à quelqu'un. Mais ça aide. OK. En tout cas, de mon vécu, c'est quelque chose qui est bien d'avoir des gens pour déléguer, se concentrer que sur la performance. Et on a après un regard critique seulement sur les moments importants, se dire ok, je fais ça ou je fais ça. Mais c'est important d'avoir des gens dédiés pour certaines parties, puisque derrière nous, après, on peut évoluer sereinement et eux se consacrer pleinement à ça, quoi. Donc là, sur ce parcours, on est en 2012. Tu peux nous en parler? Alors 2012, d'où le trait qui est très prononcé et pas en pointillé, c'est que un peu avant, j'ai commencé du coup à performer chez les jeunes, en tout cas, et je me disais, ok, ça me tente d'aller au bout parce que je vois qu'il y a des grands que j'arrive pas à atteindre, et du coup j'ai envie de les atteindre, et puis j'ai vu qu'il y a les JO, etc., il y a des championnats du monde, donc il y a des limites à dépasser. Et j'ai tout de suite voulu mettre la barre, pas atteindre une barre, mais mettre la barre le plus haut possible. D'accord. Du coup, je me suis dit, ok, on y va. Ouais. En 2012, l'année d'avant, je fais 3 fois dernier de compétition. C'est une année de transition, je change de club, je change un peu de cadre familial, de tout, d'école, et je fais 3 fois dernier de compétition, parce que du coup, j'avais une vision de mon sport et une manière de travailler qui a changé. Et au bout d'un an, je reviens, du coup. Donc là, entre guillemets, trois échecs en quelque sorte. Mais du coup, moi, à l'époque, je les voyais comme échecs. Ouais. Et au final, le temps faisant, au bout d'un an, j'arrive et du coup, je rentre dans le top 10 français. Ouais. Et là où je vois que, effectivement, à maturation, le travail porte ses fruits. Et du coup, c'est là où j'ai quand même réellement pris conscience des choses. Et aussi où j'ai commencé à avoir un autre type de roller coaster. Où effectivement, quand on performe très très bien, peu importe chez les jeunes ou chez les plus grands, on apprend que du coup, on va affronter le vivier d'autres pays, d'autres parties du monde, et que du coup, on va combattre pour sa place dans une équipe nationale, dans un groupe national, pour pouvoir faire les championnats d'Europe, championnats du monde, etc. Ouais. Et Donc là, c'est un autre prisme de compétition, quoi. j'y allais en ayant conscience qu'il y avait des sommets à atteindre, mais j'avais pas vraiment focus dessus. J'étais pas vraiment le regard fixé dessus, championnat d'Europe, championnat du monde, etc. Et en fait, le fait qu'on me le dise et qu'après, du coup, on me sélectionne, mais d'une certaine manière, etc. Il y a déjà le début des injustices en termes de sélection. Et du coup, là, mon cerveau s'est bloqué sur la sélection. Et du coup, j'ai pensé qu'à ça. Et c'est là où j'ai vu effectivement qu'il y avait à avoir la gestion émotionnelle. Quand tu parles d'injustice, comment tu la sanctuarises? Moi, à l'époque, je ne l'avais pas comprise. Je supposais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que j'étais donc... quand on est jeune en France, on envoie 20 jeunes Français à l'étranger. Moi, j'avais fait top 10. Ouais. Donc forcément, quand on fait dans les meilleurs, on va y aller. Ouais. Sauf que là, ils sont allés chercher bien au-delà des 20 et j'étais premier remplaçant. Ils ont fait la même chose avec un autre athlète. Ouais. Du coup, là, je me suis dit, bon, c'est pas normal. Genre, entre les parents, le club qui parle, etc., on entend plusieurs sons de cloche.
D'accord. Mais on se dit, oui, quelque chose qui cloche, c'est pas normal. Pourquoi j'y suis pas? Et sauf que ce faisant, après, tu découvres qu'il y a des préférences, d'autres à qui on accorde plus de crédit, etc. Et tu évolues avec. Et c'est là où c'est un peu plus difficile dans l'adolescence de gérer. Une sensation d'injustice. De toute façon, c'est clair et net. Mais du coup, tu la traites, l'information, comme tu peux. Vu que tu découvres un peu, toi, ton nouveau toi, comment tu réagis face à cet aspect-là du monde. Et du coup, c'était très intéressant parce que c'est là où, du coup, j'ai commencé à vouloir avoir plus de contrôle sur les choses. Ok. Et une autre forme, Ouais. parce que du coup, il a fallu faire un gros travail de gestion interne, émotionnelle. Parce qu'à l'extérieur, je peux ne laisser rien paraître. Mais Comme 99,9% de la population. oui, sachant qu'après, on va dire, je fais partie du pourcentage très très fin où on voit vraiment rien, on peut rien déceler, mais dedans, de temps en temps, il suffit d'une petite miette et quelque chose se bloque. Et c'est comme ça qu'après que j'ai appris à fixer les bons objectifs, le regard sur les bonnes choses, et à composer ma propre équipe et à sentir, ok, il faut que je trouve mon chemin, ma façon de faire. Et c'est pour ça que j'ai refusé, jamais voulu être centralisé quelque part. Il y a des groupes, des pôles France qui existent, des regroupements. Moi, j'ai toujours voulu faire selon ma façon, ma meilleure façon de m'exprimer, de me sentir. Ok. Et donc là, dans ces moments-là d'injustice, comment tu te positionnes justement par rapport aux autres, parce qu'après ça devient un peu de la tactique presque. Comment justement tu gères ce sentiment-là pour te dire: «Je lâche pas». Enfin, en gros, c'est on lâche rien comme d'habitude, hein, comme tous les entrepreneurs que je reçois, c'est faut rien lâcher. Et justement, c'est quoi toi ton ingrédient, un peu ta recette de te dire: «Non mais c'est pas grave en fait, je vais y arriver quoi». Bah alors moi, avec les clés que j'avais à l'époque, bon, on est jeune, du coup, on est en croissance, intellectuellement aussi, émotionnellement aussi. Donc moi, c'est facile. Je viens de Reims, donc à Reims, il y avait un pôle France d'une autre discipline de l'escrime. Donc moi, je fais du fleuret. Il y avait de l'épée pour les jeunes. Mais par contre, il y a des entraîneurs nationaux. Il y avait un cadre technique et je suis allé les voir. Je leur ai dit, bon, bah voilà, j'ai besoin de me développer, donc je veux m'entraîner avec vous. Et peu importe vos conditions, je viens, je suis. Ouais. Et c'est là où j'ai commencé à grappiller un peu sur les cours OK. pour pouvoir aller à l'entraînement. Et du coup, j'ai dû faire mes preuves aussi au niveau du lycée pour prouver que je faisais des résultats et que même si le portail serait fermé, je trouverais une sortie pour aller en entraînement. OK. Et du coup, j'ai commencé à organiser ma vie tout autour de ça et à m'enfoncer dans le travail sans relâche, quoi. Donc là, c'était parti, c'est-à-dire que tu étais dans une, scolairement, tu t'étais dit: «Ouais, ça y est, c'est le sport, quoi». Enfin, je veux dire, Oui, c'est sport, parce que je vois qu'effectivement, il y en a qui ont d'autres conditions, que ce soit à l'étranger ou en France, plus propices. Parce que j'étais dans un lycée où il y avait un directeur sportif. Il était ancien gymnaste, mais il n'avait pas conscience de l'actualité des choses. Et c'était les études d'abord. Donc, il n'y avait pas de juste milieu. Donc, je devais tout enlever ou pas. Et moi, c'était le moment, effectivement, j'étais dans mon évolution. Donc, j'ai fait mon propre agenda. Et c'est là où je me suis dit, OK, il faut que tu suives ton instinct. Attention, des fois, tu vas te brûler. Donc, des fois, j'ai fait des bêtises, des mauvais agencements d'agenda. Des fois, j'ai trop poussé l'entraînement, arrivé en retard, etc. Ou moi-même me fatiguer, trop me fatiguer. Mais la seule chose qui n'a pas bougé, c'est que, OK, tu veux ça, tu vas aller le chercher. Personne de ce côté-là ne souhaite. OK, il va falloir assumer et donc faire preuve de gestion, de tolérance envers eux, parce qu'ils ne sont pas forcément là pour comprendre, chacun a sa partie. Mais après, toi, tu veux bosser, il va falloir souffrir. ouais, souffrir, Ouais. c'est le mot? Oui. À l'époque, c'était vraiment une souffrance, parce que du coup, physiquement, on arrive sur des tranches d'âge où les gens se développent. Comme du coup, tu vas avoir une société qui va évoluer beaucoup plus tôt. Et du coup, en termes de concurrence, soit tu regardes ça tout le temps et du coup, ça te met la pression, soit tu travailles sur toi-même pour essayer de matcher par rapport à tes atouts, tes qualités, pour pouvoir évoluer et faire face, quoi. OK. Donc là, on est vraiment en croissance sur ton parcours, sportif. Et donc comment tu t'accompagnes au fur et à mesure donc, dans ce parcours? Tes parents viennent parce que du coup, ouais, ils sont fiers de ce que tu es en train de faire, À moitié. à moitié. Et du coup, tu
continues l'école ou là, tu... J'ai toujours continué les cours. Ouais. Juste, je me suis basé, donc moi j'ai étudié vraiment le plan de A à Z, c'est-à-dire je me suis dit, ok, j'ai besoin d'aller là, je voulais faire kiné. Donc, tu voulais faire kiné au c'est un départ. projet que j'ai reporté, parce que du coup il faut être présent à certains moments, et moi j'avais besoin d'être 100% dans le sport. Donc je veux faire kiné, ok. Soit à l'époque je passais par médecine, soit je pouvais passer par STAPS ou encore des prépas. Je me suis dit, ok, j'ai besoin d'avoir quoi? J'ai besoin d'avoir 12. Ça montre un strict minimum, j'ai pas besoin d'avoir 16 pour faire un concours, etc. C'est un bon tip, ça. Donc moi j'ai évalué le cheminement, les possibilités et le terrain sur lequel j'allais m'engager. Je ne suis pas allé à l'aveugle parce que je savais que il fallait au moins que j'ai des infos. Ayant besoin d'un minimum de contrôle sur certaines choses, j'ai tout de suite étudié le terrain. Derrière, j'étais serein, je me suis dit, ok, tu fais le nécessaire pour avoir au minimum 12. Il y a des matières ou des terrains où j'étais très aisé, donc ça a été très bien. Et après, j'ai pu me donner au sport et gérer après la famille qui n'était pas forcément pour et le cadre scolaire qui n'était pas forcément pour non plus. Voilà. Ok, et donc là, tu es dans la préparation déjà mentale au moment où on parle là actuellement des JO, c'est déjà dans ta tête? Ça existe. C'est dans un coin de ma tête. C'est-à-dire, à l'époque, j'avais la lucidité de me dire que, ok, c'est quelque chose que je souhaite. C'est une étape, c'est pas le toit du monde, c'est une étape, mais j'ai beaucoup, beaucoup de choses à faire. Parce que l'avantage, c'est quand on est jeune, de toute façon même grand, hein, mais quand on est jeune, il y a un tel écart avec certains qu'on prend une tempête. Et du coup, on sait tout de suite qu'il y a un gros gap. Oui, on va les réaffronter, mais il y a du temps de travailler. D'accord. Et du coup, il y a tellement d'axes de travail de manière grossière, brute, que du coup, tu sais que tu dois penser qu'à ça. Et moi, naturellement, j'ai pensé qu'à voilà, il faut que je me développe physiquement, il faut que mentalement je tienne. Et après, il faut que j'arrive à structurer mon avenir. Et puis au fur et à mesure, du coup, je me rapprocherai de ça et on viendra me parler. Bon, c'est le moment d'y penser et de le faire. Mais comme j'étais très très jeune et très loin, c'est pas moi qu'on va appeler ou qu'on va supposer pour. Donc c'était dans un coin de la tête seulement. Ok, donc mentalement, c'était préparation mentale. Comment justement tu te préparais mentalement? Alors moi, j'aimais beaucoup me consolider et me réfugier dans le physique. C'est-à-dire tout ce qui était préparation mentale au physique, mais qui passait par voilà, un poids, une charge physique. Pas dire souffrance, mais il faut apprendre à dépasser ses limites mentales. Du coup, moi, c'était ça, j'aimais beaucoup. J'avais une facilité à me plonger dedans, on peut mettre n'importe quoi. C'est pas dur pour certains, mais je veux dire, par exemple, parfois à -10, on peut me dire, cours tant de temps, fais telle chose. Je vais le faire, en fait. J'y vais, mais pas à reculons. Et j'y vais pleinement. C'est un esprit sportif de toute façon. Mais individuel, parce que c'est une pratique... Est-ce qu'il y a un côté collectif quand même C'est un sport individuel et par équipe, parce que du coup, il y a une épreuve par équipe. Et justement, à l'époque, moi, je pensais de manière très individuelle, parce que j'étais tout seul sur la zone de piste, le combat, et c'était moi face à l'adversaire. C'était moi qui devais gagner, moi qui devais... Donc il y avait le moi qui avait une très grosse place, et c'est au fur et à mesure de la carrière, en construisant ma liberté avec, on va dire, les projets autour, que je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a des épreuves par équipe, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui vont contribuer à ton parcours, que ce soit la personne de la vie scolaire qui va t'arranger sur le timing, etc., que ce soit le nutritionniste, que ce soit la personne que tu vas croiser qui va te donner un tips, que ce soit une discussion dans une émission et puis un mot qui va te faire vibrer. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens et puis encore plus une équipe proche. Et c'est au fur et à mesure que moi j'ai réalisé que c'est un travail d'équipe, un sport d'équipe au final tout. Il n'y a rien d'individuel, il y a une prestation individuelle mais qui influence de toute façon un truc commun. D'accord, donc c'est un ensemble, c'est-à-dire qu'à la fin, c'est quand même toi qui es tout seul face à ton adversaire. C'est la conclusion de toutes les étapes de construction en amont. Et là, et le résultat de ces personnes-là qui t'accompagnent. Et donc là, on est toujours dans la croissance, donc il y a toujours des vagues. On voit que c'est jamais un long fleuve tranquille. Hein. Et c'est lié à quoi en général? C'est plus quand tu redescends comme ça dans des creux, c'est quoi? Je sais pas si je vais y arriver. Il peut y avoir des phases longues ou courtes, très psychologiques, c'est-à-dire, voilà, soit parce qu'il y a un truc plus jeune qui fait que dedans, dans l'inconscient, il y a une partie mentale qui est bloquée.
Soit tout simplement, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à gérer émotionnellement, ou tout simplement, il y a des événements dans le quotidien qui font que ça va te ralentir, te perturber, etc., etc. Et ce sont que des freins qui vont faire que la performance va être moindre ou reportée. Et puis qui vont aussi mettre le doute. Donc certains, moi c'est pas le cas, mais certains vont s'arrêter. Et certains vont avancer, mais ça va être l'équivalent, c'est-à-dire ils vont avancer de la même manière. Par exemple, on peut passer 1 an à s'entraîner, mais si on va s'entraîner sans savoir de quelle manière, comment, pourquoi, ou est-ce que je change quelque chose, c'est quoi les dernières infos à utiliser, au final c'est comme la personne qui s'est arrêtée, tu stagnes mais tu t'en rends pas compte. Donc c'est souvent un peu ce genre de choses. Moi j'ai eu le cas par exemple des problèmes de santé qui ont été très longtemps présents et très lourds. Du coup ça a laissé des séquelles. Après derrière il y a la famille. La famille pour, contre, mais du coup des fois moi à partir de 2012, moi très autonome, je voyage depuis petit tout seul, je parle des langues, j'ai envie de réussir, j'ai pas peur, donc moi j'habite à Reims, dès le collège, je prends le train, je vais à Lille au Pôle France m'entraîner 3 jours, je fais un peu les cours à distance à ma manière, je reviens, hop, je vais à Paris, un entraînement, et je faisais le triangle comme ça, et je m'entraînais. Du coup, c'est des choses qui sont nouvelles des fois pour des familles ou des personnes. Au lycée, j'étais le seul à faire ça. Forcément. Bon, il y en a, ils comprennent parce qu'ils font du sport de haut niveau. D'autres, ils me regardent, ils font c'est quand même difficile à gérer, à faire. C'est un état d'esprit. Donc, c'est une gestion du monde extérieur par rapport à ses projets personnels. Et après, faut faire face aux échecs, c'est-à-dire, tu dois aller t'entraîner. Il y a un problème de train, ou tu as raté le train, ou tu t'es planté dans l'organisation, ou au final, tu y vas. Tu as fait 3 jours de voyage pour te faire exploser la tronche. Ok, et au final, tu passes du temps à regarder ça, et puis avec le temps, tu te dis, ok, non, c'est pas la défaite, c'est ok. Le contenu, il y a quoi dedans? Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je transforme? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que j'améliore? Et ça, le faire tout le temps, c'est dur, déjà adulte. Et enfant, c'est encore plus compliqué. Donc, c'est long. Et donc là, Tokyo, tu peux nous en parler? On arrive à Tokyo. Alors, Tokyo, phase intéressante parce que du coup, phase Covid. Donc, moi, j'étais sur Paris en train de me préparer. Je venais d'arriver dans le processus de qualification olympique. Donc, pour se qualifier aux Olympiques, il y a 2 façons. Soit vous faites plusieurs séries de compétitions et à la fin, on fait un classement au bout des 1 an. Donc là, c'est de avril 2023 à avril 2024. D'accord. Et en avril-mai, on vous dit OK, stop, classement. Et tant de personnes vont au JO. Ça, c'est la première manière. C'est le cas de l'escrime. Et par exemple, si je ne me trompe pas, le judo et la boxe, il y a quelques événements. Et à chaque fois qu'on va à cet événement, il faut performer pour obtenir son ticket. Ok, ça marche. Et donc, on peut l'obtenir très tôt comme un peu plus tard. Moi, à l'escrime, du coup, Tokyo, c'était censé être du coup plus tôt que 2021. Donc, c'est 2020. Je suis arrivé fin 2019, donc je suis arrivé en plein milieu du processus olympique. Donc, j'avais beaucoup de points de retard. Après, il y a eu le Covid. Donc, j'ai eu un management très particulier de la chose parce que j'étais athlète français jeune. J'ai performé pour la France. J'étais accroché à la France. Mon cœur est bleu, blanc, rouge. Forcément, il y a une transition particulière. J'ai dû changer un peu ma manière de voir, de faire les choses, accepter la transition et le monde nouveau dans lequel j'allais, parce que du coup, c'est un nouveau pays que je connais bien, du coup, parce que je représente le Cap-Vert, c'est la famille, je connais. Par contre, c'est de nouvelles façons de faire, nouvelles méthodologies, nouvelles cultures. C'est pas aussi développé que la France, d'où mon côté entreprise qui est né très tôt et qui a éclos. C'est que je me suis dit, ok, je construis mon équipe, je sais que j'aurai pas des millions d'aides et c'est là où je vais construire mon monde. Donc très tôt, j'ai appris à chercher des sponsors, se développer, essayer de se mettre en avant. Mais comme toute chose, ça prend son temps pour porter maturation. Et donc, il y a eu le Covid. Mon entraîneur m'a dit, ok, je ne reste pas sur Paris. Et j'ai dit, ok, on se retrouve là où tu veux aller. Donc, il voulait aller à Bayonne, Biarritz. On va là-bas pour changer d'air et on fait un pari. Et pendant 5 mois, je retourne en famille et je fais que m'entraîner. Donc je suis vraiment conditionné avec ça, c'est je me lève, je m'entraîne, je dors. Et au bout de 5 mois, je le rejoins, du coup on est à quelques mois des JO. Et je me prépare. Et en fait, je me réfugie dans l'entraînement. En ne me rendant pas compte que je mets les JO à un certain endroit dans ma tête.
Et en étant du coup un peu favori pour mon système de qualification aux Jeux Olympiques, en fait, je me rapproche au fur et à mesure de la contre-performance. Et là arrive du coup une grosse expérience. On va le jour J de l'épreuve, la dernière, la seule. Ouais. C'est en Égypte, au Caire. Et en fait, j'arrive en demi-finale. Et le symptôme révélateur, c'est que donc on va en 15 points. Je touche mon adversaire, j'ai un point. Je suis mené 8-1. Donc j'ai un gros écart et je n'arrive à rien faire. Et donc là, par énervement, instinctivement, j'arrive à renverser la tendance et en très peu, je crois que c'était en 50 secondes, je gagne mon match. Ce qui équivaut à être mené 3-0 à la 80e minute, quoi, au football. Ouais. Donc c'est assez pesant, mais j'arrive à m'en sortir. L'arbitre revient et en fait, on me force à enchaîner tout de suite avec la finale pour gagner ma place. Et moi, j'ai pas la lucidité de me dire, je vais boire de l'eau, je fais une pause, etc. J'y vais tout de suite. Je sens quelque chose qui va pas, mais j'ai pas de contrôle. J'y vais, même chose, je suis mené 8-1. Je reviens un peu, mais je perds de 2 points. Et donc là, j'ai 20 minutes de solitude totale, parce que du coup, c'est des années de travail et l'impossible, l'impensable qui se passe. Et t'es seul, parce que du coup, à part 2 personnes qui viennent te taper dans la main et te dire un mot réconfortant qui n'a aucune valeur à tes yeux, là, du coup, tu te réfugies tout de suite dans la réalité, mais de manière... tu mets en pause le plus longtemps possible. Ouais. Sauf que, heureusement d'ailleurs, les gens viennent te parler, le monde te force à communiquer, et du coup, tu peux pas rester en pause. Et tout de suite là, tu cherches des solutions. Donc moi, je suis revenu et en fait, j'ai fait que m'entraîner. Ouais. J'ai fait 2 mois qu'à m'entraîner, j'ai vu, bon, c'est stupide. Du coup, après, j'ai appris à étudier. Et ce que je qualifiais d'échec, j'ai appris aussi à le voir en tant qu'apprentissage. Donc je me suis posé, j'ai convoqué mon équipe, on a discuté et on a fait le point. Et j'ai eu la chance d'avoir des préparateurs au niveau mental qui étaient très bienveillants et très présents, avec qui j'ai pu discuter et voir les choses de la bonne manière. Et que, effectivement, en pensant trop et en ayant trop d'infos aussi, c'est le cas surtout pour les athlètes en France, tu peux gagner une prime, tu peux gagner une médaille d'or, tout le monde te regarde, c'est en France, c'est à la maison, etc. Là, pour Paris 2024, ça peut conditionner ton cerveau à trop regarder ça ou à te dire je peux l'avoir, je vais l'avoir, et en fait, au lieu de te concentrer sur je fais ma passe, mon but, je fais mon attaque sur mon adversaire, quelque chose, quoi, l'essentiel, du moment présent. Des petits pas pour arriver à l'objectif, mais c'est de ne pas se concentrer que sur l'objectif, parce que du coup, on peut passer à côté finalement. Et la déception... On sait que voilà, on peut te contrarier, ok. Ouais. Utilise l'énergie de l'ego dans le bon sens, mais si tu sais que tes émotions t'ont un peu de mal, concentre-toi sur les tâches et les actions à faire, mais il faut se connaître pour ça, quoi. Et donc là, c'est la remontée et on repart directement direction Oui. les JO. Parce que du coup, je ne m'arrête jamais. Voilà. Donc, je décide de repartir pour Paris. Donc, je me réinstalle ici, parce que c'était là où j'étais et que ça fonctionnait bien. Donc, nouvelle phase, on met tout à zéro, parce que j'ai eu l'occasion de me blesser. Donc, j'ai une blessure au ménisque qui m'a permis de poser les choses. J'avais pas de doute, mais simplement de m'aider après Tokyo à réévaluer les choses. Ouais. Et à booster ma confiance, d'où le fait que le trait soit continu, c'est qu'en fait j'étais sûr de moi-même. Donc après j'ai enchaîné, je me suis mis à Paris, j'ai construit une équipe, j'ai essayé de trouver les meilleurs partout, dans tous les domaines, mental, physique, nutrition, minimum de personnes. Et après du coup j'ai construit mon équipe, j'ai vu avec elles quels étaient les objectifs. Moi j'ai les miens dans ma tête, ça veut dire que même là, il y en a que je ne vais pas évoquer, pour m'éviter après des justifications ou autres. Et maintenant, on pense qu'à Paris 2024 et on travaille au mieux pour ça, quoi. Mais écoute, on te souhaite le meilleur pour ce super programme, parce que là, c'est intense, j'imagine. Ça doit être non-stop maintenant. C'est quotidien. Et après, comme tout projet, il faut savoir quand appuyer un peu plus sur la pédale d'accélérateur, quand décélérer, quand utiliser un peu plus de telle couleur ou telle couleur ou telle couleur sur la palette. Et après, on apprend face à soi-même, toujours à se regarder dans le miroir et surtout à être honnête et à faire les choses. C'est ce qui fera la différence, c'est être honnête et se forcer à faire les choses tout de suite, quitte à ne pas savoir, parce que de toute façon, quand on ne sait pas, on va faire, on va apprendre derrière, donc c'est ce qui fait la différence. Merci infiniment d'être venu dans le roller coaster. Merci. Tu as passé un bon moment. Tout à fait. Je t'invite à signer ton ticket. Et merci à tous d'avoir participé à cette émission sportive. Je vous retrouve prochainement sur un prochain épisode, et partagez cette émission autour de vous. À très vite. Merci.